Yo les amis, c'est parti pour un exercice type bac sur les interférences et le phénomène de diffraction. Donc exercice qu'on va faire en plusieurs parties parce que c'est un exobac et du coup il y a beaucoup de questions. Voilà, donc je vais le faire en plusieurs parties et tu verras à la fin de chaque vidéo le lien vers la partie suivante. Ok? Pour commencer, on va travailler sur le début de l'exercice. Donc c'est un bac 2022, bac SI je pense. Et le début de l'exercice en fait ça concerne le phénomène de diffraction. Et je vais rajouter une petite question assez intéressante pour te faire voir les choses qu'on peut te demander sur les exercices de diffraction. Question qui n'est pas posée dans celui-ci, mais c'est pour ça que je la rajoute et j'ai tout prévu. On a mis un petit graphe en plus, tu verras. Alors, on va regarder mesure de la taille des mailles d'un masque respiratoire. La conception des masques respiratoires dépend de leur finalité médicale, industrielle, blablabla. Les virus peuvent être transportés par des micro-gouttelettes, blablabla. Bon, bref, c'est la taille des mailles, quoi. La filtration obtenue grâce au masque repose-t-elle uniquement sur un effet de passoire? C'est la question. Je ne sais pas si on répond à cette question. J'ai jamais fait l'exo, je sais juste que le début ça concerne la diffraction. Voilà, je découvre en même temps que toi. On a la donnée de l'interfrange, l'expression de l'interfrange, donc ça c'est pour les interférences. On réutilisera ça quand on va faire la partie sur les interférences. Lors de l'expérience numéro 1, une fente de largeur 0,15 mm, donc ça c'est important. J'ai la taille de la fente, donc de l'ouverture, est éclairée par un rayonnement issu d'un laser. L'expérimentateur mesure la longueur L de part et d'autre de la tâche centrale obtenue sur un écran pour une distance fente-écran notée D variable. Donc là, c'est la distance fente-écran qui est variable. Dans la plupart des exercices, la valeur de D est fixée. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que c'est D qu'on fait varier. Il déduit de ces mesures la valeur de la longueur d'onde lambda de la lumière émise par le laser. Donc on a la figure de diffraction classique. Et j'aimerais, avant toute chose, avec toi, reposer les bases sur la diffraction. Et c'est-à-dire reposer la formule en fait qui fait le lien entre θ et L et D, enfin bref, tous les paramètres en fait de cette figure classique de la diffraction. Ok? Alors, on a quoi? Déjà, je vais te rappeler une formule qu'on peut te demander dans certains exos. On sait que θ, c'est lambda sur A. Cette formule, on peut vraiment te la redemander et c'est très important que tu connaisses. Ensuite, deuxième chose, on va aller exprimer tangente θ avec les règles de trigonométrie. Donc on va se positionner dans ce triangle là. Je te le représente. Voilà, on le surligne. Ok. Triangle rectangle, alors tu peux te mettre dans lui ou dans celui du dessous que je m'en fous. L'expression, en fait, la longueur ici là de ce que je suis en train de te montrer, c'est L sur 2. D'accord? L sur 2, parce que c'est la moitié. Et l'angle, il est là aussi, l'angle θ. Et la distance qui correspond au côté adjacent à l'angle, c'est grand D. Ok? Donc trigonométrie dans ce triangle rectangle pour exprimer tangente θ et dire que c'est longueur du côté opposé, donc L sur 2, sur la longueur du côté adjacent, donc D, c'est-à-dire L sur 2D. Voilà. Mais tangente θ pour les petits angles, et ça c'est une autre chose. En gros, le début de vidéo, je te fais aussi un micro-cours sur la diffraction. Pour les petits angles, tangente θ, c'est environ égal à θ, ce qui m'amène à dire que θ, ce serait L sur 2D, puisque tangente θ c'est L sur 2D, donc θ c'est L sur 2D. Mais comme θ c'est lambda sur A, θ c'est lambda sur A, on a donc l'égalité entre L sur 2D et lambda sur A. Ce qui va m'amener à dire que L c'est 2D lambda sur A. Ok? Je réécris là. L c'est 2D lambda sur A. Et je peux aller un tout petit peu plus loin en disant L c'est 2 lambda sur A fois D. Ok? Autrement dit, L égale K fois D. Si tout ça, je l'appelle K. Tu vois, lambda est fixé, A est fixé. A, c'est la taille de l'ouverture. Donc, ce paramètre-là, il est constant. Donc, L, c'est K fois D. D est variable. Et cette relation mathématique, L égale K fois D, c'est une relation de proportionnalité. J'écris prop entre L et D. Ça veut dire qu'on peut très bien représenter L et D et expérimentalement, on va retrouver une figure mathématique qui traduit la proportionnalité, c'est-à-dire une droite passant par l'origine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu saches traduire dans les exercices de physique-chimie. Ça participe, en fait, tout ce que je viens de te dire, ça participe à la question que je vais te rajouter un petit peu après, tu vas voir. Mais là, donc, on va aller lire les questions de l'exercice. Les 3 premières questions, c'est celles que je vais traiter dans cette vidéo, plus le petit bonus, donc reste jusqu'à la fin, où on va justement inventer une question, mais qui est une question type d'autres exercices sur la diffraction, des exercices qui sont aussi classiques
Et donc je te rajoute cette question pour que tu puisses voir ce qu'on peut te demander et ce à quoi on peut travailler sur ce type d'exo. Nommer le phénomène ondulatoire, question Q1, le phénomène ondulatoire exploité par l'expérience 1, donc par cette expérience. Le phénomène, c'est le phénomène de diffraction et on peut justifier en disant car le rayon ou l'onde subit un changement de direction de propagation au passage de la fente. Voilà, c'est ça vraiment qui définit la diffraction. Donc je ne fais pas de grosses phrases, j'écris un peu vite à l'arrache, mais je vais écrire diffraction car l'onde subit une modification de sa direction de propagation et après je vais te souligner les mots importants quand tu veux parler de diffraction. Donc modification de sa direction de propagation en passant ou au passage de la fente. D'accord? Voilà. Et les mots importants, modification de sa direction de propagation au passage de la fente. Voilà ce qui est important à dire lorsque tu veux caractériser le phénomène de diffraction. D'accord? C'était tout pour la question Q1. Question Q2. On est sur quoi? On nous demande de déterminer, donc là tu vois les valeurs expérimentales pour différentes valeurs de distance fente-écran. On a mesuré, enfin l'expérimentateur mesure la longueur L de la tâche centrale et la longueur d'onde calculée, en fait il déduit la longueur d'onde calculée. Donc pour comprendre ce qui se passe ici, c'est aussi pour ça que je t'ai fait le petit récap là de cours. Tu peux le comprendre à partir du moment où tu as trouvé toi-même cette formule. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux calculer L, grand L, dès lors que tu connais D, lambda et A. Mais tu peux aussi calculer lambda. C'est vrai que L égale 2D lambda sur A. C'est vrai que c'est plutôt ça que je vais t'écrire. L égale 2D lambda sur A. En fait, si tu transformes cette écriture-là, cette égalité, tu vas avoir A fois L égale 2D lambda. Et donc, tu vas avoir lambda égale A fois L sur 2D. Voilà. C'est comme ça, en fait, que tu peux calculer lambda pour chaque valeur de L mesurée et pour chaque valeur de D utilisée. Si tu prends par exemple le premier couple de valeurs, alors attention, là tu es en mètres, là tu es en centimètres, il faut mettre tout le monde en mètres. Si tu prends cette valeur là de D et cette valeur là de L et que tu fais le calcul, sachant que A c'est 0,15 mm, à passer en mètres aussi, je fais 0,15, donc pour passer en mètres, 10-3, 0,15 10-3, hop, multiplié par L. Donc L c'est 0,82 10-2. Je passe ça en mètres aussi. 0,82 10-2. Et on divise ça par 2D. Donc 2 fois 1. Et on va trouver 615 nanomètres. Exactement ce qu'il propose ici. D'accord? Donc moi je te dis tout ça, c'est pas demandé dans les questions. Mais c'est pour que tu comprennes en fait comment manipuler toutes ces égalités qu'on a dans le contexte de la diffraction pour dire des choses. Voilà, et les choses en l'occurrence qui sont utilisées ici dans ce tableau. On nous demande de déterminer la valeur moyenne de la longueur d'onde lambda bar, donc valeur moyenne. En gros, on a des valeurs de longueur d'onde qui ont été ici déterminées et le lambda moyen, bah, ça va être tout simplement 615 plus 685 plus etc. plus 664, le tout divisé par, il y a combien de valeurs? 2, 3, 5. Voilà. Allez, let's go. Donc 615 plus 685 plus 621 plus 682 plus 664 divisé par 5. Ça nous fait, on garde 3 chiffres significatifs, 653, donc environ 653 nanomètres. On nous dit que le U lambda, l'incertitude type, c'est 13 nanomètres. Donc U lambda, c'est 13 nanomètres. Et on te demande, pour la question Q3, comparer le résultat obtenu avec la valeur de référence donnée par le fabricant qui indique une longueur d'onde de 650 nanomètres. Donc le Q3, et après on va passer sur ma petite question bonus, tu vas voir. Le lambda ref c'est 650 nanomètres. Or, lambda réel, la longueur d'onde réelle la longueur d'onde réelle qui correspond à notre expérience, c'est le lambda moyen plus ou moins l'incertitude type. Donc c'est-à-dire 653 plus ou moins 13 en nanomètres, hein, on parle en nanomètres ici. Donc le lambda réel doit être compris dans une fourchette qui est de 653 moins 13 et de 653 plus 13.
Alors 653 moins 13, ça nous fait 640 nanomètres. Et puis 653 plus 13, 656, 666 nanomètres. Voilà, le lambda réel. Ok. L'intervalle dans lequel le lambda de référence doit se situer, c'est celui-là. Effectivement, le lambda de référence de 650 nanomètres, il est bien compatible avec l'intervalle expérimental. Donc, on va l'écrire comme ça. Or, lambda ref est bien dans l'intervalle 640, 666. Donc, mesure XP compatible. J'écris pas tout, hein. Compatible avec lambda ref, ou lambda ref compatible avec les mesures expérimentales. C'est bon? Alors maintenant, je vais te proposer la question bonus suivante. Question bonus, avant de passer sur la partie suivante, mais la partie suivante, on fera ça dans une autre vidéo. Donc question bonus, retrouver, enfin tracer la courbe de D. Alors attends, c'était quoi que j'ai décidé de faire? Je reprends les données. Qu'est-ce que j'ai tracé? L égale F de D. Ah, tu as aperçu le résultat de L égale F de D. Voilà. Et ensuite, déterminer graphiquement, c'est-à-dire avec un raisonnement graphique, la valeur de lambda. Voilà. Voilà les deux questions. Donc pour faire ça, si tu veux traiter ces deux questions bonus, cette question bonus, tu repars des données expérimentales, tu traces la courbe de L égale F de D. Ok? Donc tu mets la vidéo sur pause, tu prends ton Excel, ton tableur, tu fais ça. Et après, tu essaies de raisonner sur la détermination graphique de la valeur de lambda, sachant qu'on s'est dit des choses en début de vidéo. Ok? Allez, je suppose que tu as fait le travail, donc on va regarder ensemble. On va regarder ensemble et repartir du petit résultat que j'ai préparé. Donc, on a établi ensemble que L, c'était 2 lambda sur A fois D. Tu te souviens, j'avais même marqué L égale K fois D. Je vais le marquer dessous. K fois D. Ok? Ça, c'est ce qu'on avait établi ensemble. Et c'est-à-dire que le 2 lambda sur A, c'est K. Et ça, c'est une relation de proportionnalité. Donc, proportionnalité, ça veut dire que K, ça représente le coefficient directeur de la droite, puisqu'en fait, L égale K fois D, ça va être représenté par une droite passant par l'origine. Et K, c'est le coef directeur. Donc effectivement, avec ton tableur, ce que tu peux faire, j'écris très mal, je suis désolé, je ne fais pas du tout d'effort. Avec ton tableur, ce que tu peux faire, c'est que tu représentes en fait la droite qui passe par le maximum des points. Le 0,0, il n'est pas là en fait. Le 0,0, il est là. Ouais, j'étais en train de dire, c'est un peu chelou. Voilà. Donc tu passes par le maximum des points, le plus proche de tous les points, ok. Il y avait déjà une courbe de tendance qui avait été tracée, mais voilà, elle n'était pas vraiment alignée avec l'origine. Donc je prends la courbe en la droite qui passe par l'origine et qui passe le plus proche de tous les points. Et après, on va aller chercher le coefficient directeur de cette droite. Alors, en abscisse et en ordonnée, qu'est-ce que j'ai? En ordonnée, j'ai les valeurs de L qu'on a laissées en centimètres, je crois. Donc L en centimètres. Attention, il va falloir traduire ça, enfin convertir. Et puis en abscisse, j'ai les valeurs de D qui, elles, sont en mètres. Voilà. Donc on prend un point qui tombe juste. On essaie d'en trouver un qui tombe juste. Lui, il tombe juste. Lui, là, j'en ai vu un qui tombe juste. Voilà. Pour aller chercher le coefficient directeur. Donc, c'est quoi ça? 2,5, 2,6, 2,7. Ça, c'est 2,7. 2,8, 2,9. Attends. 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Ouais, c'est ça. Et ici, voilà. 2, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 2,4. Ok, 2,4 et centimètres. Hein, attention. Donc, le coefficient directeur, je vais le marquer dessous. Le coefficient directeur K, il va être égal à 2,4, 10 moins 2, donc 2 cm pour passer à mètre, moins 0 sur delta Y sur delta X. Hein, là, je ne te refais pas un cours sur les coefficients directeurs. Si tu as besoin d'un cours, d'une remise à niveau sur trouver un coefficient directeur graphiquement et tout, tu peux aller voir sur ma chaîne secondaire, maths de base. C'est une chaîne sur laquelle on reprend vraiment les bases sur les maths, les trucs les plus importants, dont la manipulation des fonctions affines. Donc, je te laisse aller voir ma chaîne secondaire. Tu auras plus d'infos là-bas. 2,7 moins 0. Ok, on fait le calcul. Donc, 2,4, 10 moins 2. 2,4 fois 10 puissance moins 2 sur 2,7. Ça nous donne
environ 8,9 fois 10 puissance moins 3. Voilà, l'unité c'est des mètres, c'est des rien du tout l'unité, c'est des rien du tout, parce qu'on a divisé des mètres par des mètres. Tu vois, au numérateur on a mis des mètres, au dénominateur on a mis des mètres, donc j'ai rien du tout. Ah oui, pourquoi 0, 0? Bah parce que le deuxième point utilisé c'est le point de coordonnées 0, 0, hein. D'accord? Je te l'ai pas dit. Mais vu qu'on a la droite qui passe par l'origine, j'ai pris ce point-là. Ok? Alors, pourquoi avoir fait tout ça? Bah parce que le coefficient directeur, c'est 2 lambda sur A. Voilà, et je connais A. Donc 2 lambda sur A, c'est égal à K. C'est donc égal à 8, 9, 10 puissance moins 3. Voilà, et on a vraiment ça dans certains exercices, hein, je t'assure. On a l'utilisation globalement de ce qu'on est en train de faire. Et donc, je vais isoler lambda. C'était ça la question bonus que je t'ai rajoutée, de retrouver expérimentalement lambda grâce au graphique en fait. Donc A fois 8, 9, 10 moins 3 divisé par 2, et A c'était 0,15 mm, c'était dit dans l'énoncé. Donc voilà ce qu'on a, 10 moins 3 sur 2, voilà. On fait le calcul, donc normalement on ne doit pas tomber trop loin du lambda moyen calculé dans les premières questions là. Alors A multiplié par 8,9 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2. Et on va avoir 668 lambda environ égal à 660. Alors non, je dois mettre que deux chiffres significatifs, pardon. Donc 6,7 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc ça correspond à du 670 nanomètres. Alors 670, est-ce qu'on est bien dans la fourchette? Je crois qu'on est un peu au-dessus. Ah non, on est un tout petit peu au-dessus. Tu as vu, c'était 666. Donc voilà, moi je t'ai rajouté cette question. C'est pas ultra précis par rapport aux valeurs expérimentales. Maintenant, les valeurs expérimentales, c'est pas nous qui sommes allés les faire. Donc on peut se dire, peut-être qu'elles ont été faites. Non, je rigole. Non, mais voilà, on a quelque chose quand même qui est cohérent. Et en gros, la technique, si on devait faire un exercice qui utilisait une proportionnalité intracée graphique, etc., ça pourrait ressembler à ce genre de choses. D'accord? Donc il y a un petit écart, mais ça reste dans le même ordre de grandeur. On est complètement compatible et cohérent, même si l'écart est quand même important au niveau, si on calcule en pourcentage. Mais on est quand même dans le bon ordre de grandeur. Voilà, j'espère que cette petite question bonus t'a plu. Dans une prochaine vidéo, on va aller voir la suite de l'exercice. Dans la suite de l'exercice, ça parle d'interférence. Ok, donc il y a une question Q4 et puis normalement Q5, Q5, Q6, Q7. Voilà, 4 autres questions pour terminer l'exercice. Ça, je te mettrai ça dans une autre vidéo. Je mets la miniature en fin de vidéo, comme ça tu peux cliquer dessus et aller voir directement la suite. Ok, si ça t'a plu, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!